Bonjour à tous et à toutes. Nous débutons maintenant avec le volet psychologie, avec les perceptions. Les perceptions sociales. Une perception sociale, ça se fait par la première impression puis par le processus d'attribution. Selon H, en 1946, la première impression nous amène à porter un jugement global sur la personnalité de l'individu, et il influence l'interprétation de tous les traits de personnalité qui nous apparaîtront par la suite. On intègre donc les informations ultérieures à notre impression initiale. Elles se forment, entre autres, à partir des caractéristiques de la personne perçue, à partir des caractéristiques de la personne qui perçoit, à partir des circonstances de la rencontre. Tu sais, la perception a un sens. Hein. Le processus d'attribution. Il s'agit d'enrichir notre première impression. C'est-à-dire, il s'agit du processus par lequel on attribue des causes au comportement perçu. Le processus d'attribution, ça a des conséquences sur nos perceptions, ainsi sur la façon dont nous nous comporterons avec les individus. Tu as des causes internes, tu as des causes externes aussi. Interne, ça veut dire que c'est lié à la personne, puis externe, ben c'est lié à l'environnement, ou à une cause autre que la personne, tu sais. Les causes stables ou instables. Stable, c'est toujours la même chose, puis instable, ben c'est rare ça se produit. Exemple, si un comportement est indésirable et stable, on risque de le percevoir négativement. Percevoir aussi la personne négativement. Les causes contrôlables et incontrôlables. Ben, si la personne avait du contrôle sur un comportement indésirable, ben on risque de percevoir la personne négativement. Il y a deux erreurs, deux biais. T'as les stéréotypes et l'effet de halo. Pour le stéréotype, ben c'est une image toute faite. C'est un portrait type que l'on se fait. Ce sont des catégorisations, des caractéristiques attribuées à l'ensemble de personnes faisant partie d'un groupe. On parle aussi de surgénéralisation. Pour l'effet de halo, ben, c'est l'impression générale d'une personne à partir d'une seule caractéristique. C'est souvent en lien avec les qualités et les défauts de la personne. Il s'agit tout simplement de croire que certains traits sont associés entre eux. Perception. La perception, c'est un processus par lequel l'individu organise et interprète ses interprétations sensorielles de façon à donner un sens à son environnement. La définition de perception, c'est ça. Ça vient en 3 étapes pour vérifier nos perceptions. 1, c'est description du comportement perçu. Décrire l'objet, le comportement avec des faits de façon objective. 2, formulation des interprétations possibles. Idéalement, un neutre puis une autre teintée de notre interprétation. 3, demande d'éclaircissement. Commencer par une question large. Ça, ce serait qu'est-ce qu'on ferait quand on a une perception, puis que voir si elle est faussée ou elle est vraie. On devrait utiliser ces 3 étapes-là. L'empathie. Ça, c'est faire abstraction de notre propre point de vue, notre propre cadre de référence, pour saisir celui de l'autre, avec les yeux de l'autre. Adopter le cadre de référence de l'autre personne pour ainsi mieux la comprendre. La perception est immédiate. Hein? Ça ne demande pas d'effort conscient, c'est automatique. La perception est structurée. Percevoir, c'est organiser l'information qui arrive à nos sens. Il y a différentes lois de la perception aussi. T'as la loi figure-fond. Ça, c'est quand l'information arrive à nos sens, on n'interprète pas tout en même temps. Il y a quelque chose qui émerge qui a son avantage. T'sais. T'as la figure, c'est ça, c'est ce qui émerge, puis le fond, c'est l'arrière-plan. T'sais. T'as la loi de la fermeture. L'organisme, autrement dit nous, complète les stimuli incomplets. Nous percevons des tout et non des parties. Ça veut dire qu'on a tendance à vouloir compléter ce qui manque. La loi de la continuité. Il s'agit de rattacher chaque sensation à celle qui l'a précédée. Plutôt de voir chaque événement ou objet en étant unique, nous sommes portés à le percevoir comme une extension des situations ou des choses qui ont été perçues antérieurement qui sont habituelles. La loi de la proximité. Ce qui est prêt est perçu ensemble. Ainsi, des événements rapprochés dans le temps ou l'espace sont perçus ensemble, c'est-à-dire qu'on leur suppose une relation de cause à effet, t'sais. Vu qu'ils sont proches l'un de l'autre. Nous avons aussi, pour finir, la loi de la similarité. Ça, nous avons tendance à regrouper ce qui a des caractéristiques semblables ensemble. T'sais. La perception, généralement, c'est stable. Même si les objets changent de place ou de condition, leur forme, leur couleur, leur dimension ou leur luminosité, sont souvent perçus comme inchangés. Ce qui arrive avec la perception, c'est que nous interprétons selon le contexte. Hein.
La perception est sélective aussi. Nous portons attention à un peu d'éléments à la fois. Nous attendons ce qui est central, important. Tu sais. C'est en quelque sorte une première étape de la perception. Il s'agit presque d'un synonyme de concentration. Tu sais. Les phénomènes externes. T'as souvent l'intensité. Hein? Plus un stimulus est intense, plus il attire l'attention. C'est normal. Comme on entend un bruit de train ou un tri retentissant, ben on arrête tout puis on se concentre souvent sur le bruit. Hein? La dimension. Plus l'objet est grand ou petit, plus il a de chances d'être remarqué. Ben c'est comme c'est quand tu fais du tourisme, surtout que tu as quelque chose de monumental, de gros, ben c'est sûr que tu vas le regarder en premier. T'sais. T'as le contraste. Plus c'est inhabituel ou inattendu ou nouveau, plus on a le risque de le remarquer. C'est comme voir un mouton noir dans un champ avec plein de moutons blancs. T'sais. On le voit, c'est le premier qu'on voit. T'sais. La répétition, ben plus c'est répété souvent, plus ça attire l'attention, puis plus on le retient. T'sais, à force de répéter. T'sais. Le mouvement. Nous portons plus attention à ce qui bouge aussi. Hein. Il y a souvent des facteurs internes à prendre en compte aussi dans le niveau des perceptions. T'as les attentes. Hein. Il s'agit du facteur qui détermine le plus fortement les perceptions. On se crée des cartes de référence à partir de ce qu'on entend à percevoir. On s'attend à percevoir. T'as la motivation. Nos besoins psychologiques ou physiologiques à combler orientent nos perceptions. Nous percevons ce que nous voulons bien percevoir. Faut faire très attention à ça. Hein. On voit ça très régulièrement. Les sentiments. Souvent, nous percevons mieux, plus facilement, de façon exacte, les stimuli ayant une connotation positive que neutre. Exemple, mettre des enfants dans une publicité pour attendrir le public. Souvent, nous percevons mieux, plus facilement, de façon exacte, les stimuli ayant une connotation neutre que négative. Quand un stimulus présente une connotation affective négative, nous utilisons parfois des mécanismes de défense, que nous pouvons appeler aussi des défenses perceptuelles. Il y a la projection aussi, hein. On voit ça très souvent. C'est attribuer aux autres ses propres sentiments. Quelqu'un de méfiant va pousser qu'on se méfie de lui. Il y a le déni aussi, hein. Nier la réalité, ne pas attendre une critique à notre égard. Parfois, les stimuli aussi ont une connotation négative plus facilement perçue que les positifs ou neutres. Ça aussi, on appelle ça la sensibilisation perceptuelle. Il y a la culture aussi qui modifie nos perceptions. Il y a un autre phénomène perceptuel qui existe, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, ça, c'est une théorie selon laquelle une personne se trouve confrontée simultanément à des informations, opinions, comportements ou croyances qui la concernent directement, mais qui sont incompatibles entre elles. Ça ressemble à un état de tension désagréable. Exemple, croire à la fin du monde, tel jour, et constater que rien se passe ce jour-là. Cet état, dit de dissonance cognitive, qui se situe au niveau psychique, conduit la personne à développer des stratégies inconscientes ayant pour but de réduire la dissonance et de se rapprocher de l'état inverse, dit la consonance positive. T'as les biais psychologiques. Il existe aussi des biais psychologiques, tels qu'on voit dans un livre de M. Ouimet, qui affirme qu'il y a plusieurs biais, comme t'as le biais de confirmation. Ça consiste en la recherche d'arguments menant exclusivement à la confirmation des hypothèses de l'acteur. Ça veut dire toute information affirmant la validité de celle-ci est systématiquement rejetée. Ça veut dire que si tu penses pas comme moi et que tu dis que je suis dans le champ, ben ça veut dire que tu es dans l'erreur, en fait. T'as le biais de complaisance. Ceci est de prendre ses désirs pour des réalités. Plus l'acteur pense positivement à la réalisation de l'événement, plus il s'attend à ce qu'il se produise. J'ai rien à ajouter, c'est on idéalise trop, puis on ne voit pas ce qui se passe directement sur le terrain. Là. T'as le biais de causalité. L'acteur procède à la création de relations de cause à effet entre phénomènes totalement disjoints. Comme mettons, PDG d'entreprise égale fait beaucoup d'argent, égale il est avare, égale il garde son argent, pour lui il ne partage pas. C'est un peu ça. Biais de psychologisation. Il affirme en l'interprétation des attitudes et des comportements d'autrui au moyen de théories personnelles sans fondement scientifique. C'est un peu comme le biais dit juste avant, sauf qu'on n'a pas d'argument scientifique pour prouver ses dires. T'as le biais de disponibilité aussi.
Ça renvoie à la tendance de l'acteur à baser son jugement uniquement sur des renseignements facilement accessibles à ses sens. Par exemple, quand on lit son journal le matin, au lieu de vérifier dans une revue scientifique. T'as le biais de récence. Ça, c'est l'acteur est porté à prêter plus d'importance aux renseignements récents qu'aux renseignements antérieurs. Ceci veut dire que ce n'est pas parce que tout est nouveau que c'est crédible à 200%. Les biais, souvent, les biais psychologiques, ça renvoie au sophisme. Les définitions. Un stéréotype, c'est un processus par lequel on catégorise les individus selon les caractéristiques de leur groupe d'appartenance, etc. Un préjugé, ça c'est un sentiment souvent défavorable, une attitude souvent négative à l'égard des membres d'un groupe, une prédisposition à réagir défavorablement à une personne sur la base de son appartenance à une classe ou à une catégorie, une hostilité, un mépris, une chose que l'on reproche. Ça résulte souvent de nos croyances, en partie de nos stéréotypes. Finalement, t'as la discrimination. Et ça, c'est un comportement souvent négatif à l'égard des membres d'un groupe. Un comportement injuste à l'égard de l'individu en raison de son appartenance à un groupe. Un comportement en fonction de nos préjugés. L'origine des préjugés, comment on les acquiert. C'est souvent par le modélage parental. C'est l'intériorisation des idées des parents, l'imitation des comportements et des attitudes des parents. De plus, les parents éduquent souvent les enfants de façon différente selon le sexe. On a tendance à développer des préjugés quand on se sent en compétition ou menacé. On a aussi tendance à développer des préjugés envers ceux qui ne pensent pas comme nous. On acquiert des préjugés en jeune âge et on a tendance à persister s'il y a des mécanismes de maintien. Sans ces mécanismes, les attitudes et comportements peuvent changer avec les circonstances. Fait que les stéréotypes, ça entretient les préjugés. Tant qu'on va le catégoriser, il va toujours y avoir des valeurs affectives reliées à ça. T'as l'appui social aussi. L'appui social, c'est probablement le mécanisme de maintien le plus puissant. Si l'expression des préjugés suscite des réactions positives, ben il est difficile de les abandonner. T'as la prégnance aussi, le fait d'attirer l'attention sur une attitude, ça maintient. Ça crée une forte impression, comme c'est le cas avec la publicité. Ça aide à maintenir nos préjugés aussi. Pour réduire les préjugés, ben, il faudrait l'augmentation des contacts directs avec les gens. 2. Des techniques de prise de conscience. Réfléchir, se questionner, etc. Puis t'as l'instruction. S'informer, acquérir des connaissances. Tu sais, c'est ça qui arrive aussi. Hein. Les préjugés, c'est souvent de l'ignorance. Fait que, en s'informant, ben, l'ignorance disparaît. T'sais. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Elle est un peu longue. À la prochaine pour davantage d'informations psychologiques.